Bonjour, je représente Bonjour. le site easydivorcefrance.com qui a comme but de faciliter la procédure de divorce pour les couples qui ont décidé de faire ce pas. Donc la première question serait comment est-ce qu'on peut comprendre que le moment est venu de tourner la page, que ça ne sert plus à rien de se battre pour la relation qu'on mène? Alors, c'est une première question très intéressante parce que comment est-ce que on sait que le moment est venu? Alors, moi j'ai un aphorisme un peu compliqué mais qui a le mérite de la simplicité en même temps. Je dis que la goutte d'eau qui fait déborder le vase n'a à voir ni avec l'eau ni avec le vase. C'est-à-dire que déjà, il y a des tas et des tas de choses qui se sont passées dans le passé, ce que j'appelle aussi parfois des imperceptibles impolitesses, qui font que petit à petit, le couple s'est dégradé, mais très lentement, de façon imperceptible, et un beau jour, à force d'énervement, à force de désespoir, à force d'incompréhension, à force d'incommunication, à force de bassesse aussi, souvent, eh bien, on arrive tout simplement à ce que le cœur soit vide d'amour. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce n'est pas tout à fait le cœur qui est vide d'amour, c'est la relation qui ne marche pas. C'est-à-dire que le cœur, si j'ose une comparaison, en quelque sorte, ce serait dans le corps, les veines et les artères, le sang coule dans les veines et les artères, et l'amour coule dans quoi? L'amour coule dans le couple, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans la relation. C'est la relation qui est en cause. C'est très rarement l'amour. Et on s'aperçoit souvent plus tard qu'on se dit, en fait, je l'aimais bien, elle ou lui. Mais voilà, c'est la relation qui ne fonctionnait pas. Et quand la relation ne fonctionne pas, la communication ne fonctionne pas. Et quand la communication ne fonctionne pas, alors l'amour s'éteint petit à petit, même s'il reste quelques braises sur lesquelles il suffirait parfois de souffler. Donc même si on continue à aimer quelqu'un, des fois il faut rompre avec lui parce que la relation en soi, elle ne marche plus. Mais oui, et vous le savez très bien, il y a des couples qui se séparent et qui divorcent, qui ensuite se remettent ensemble et se remarient. C'est vrai, c'est souvent le cas, oui. Et j'ai même vu ça dans ma consultation, ça fait quand même 35 ans, voire plus, que je suis psychothérapeute, où une personne s'est successivement mariée et divorcée à 3 reprises. C'est impressionnant. Mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez dit un jour que de se plaindre est un bon prétexte pour ne rien changer. À quel point est-ce que c'est applicable aux séparations? La plainte et la querelle ont la même étymologie. Le mot querella en latin, signifie plainte. Et alors, quand il y a querelle dans le couple, alors on se plaint, on dit tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu ne me donnes pas assez. On essaye de faire valoir des choses qui seraient intéressantes, importantes pour nous, mais que l'autre ne veut pas entendre. Et à force de ne pas être entendu, eh bien, on finit par avoir cette espèce de monologue. La plainte est une sorte de monologue, n'est-ce pas? C'est tu ne fais jamais assez, pourquoi est-ce que tu ne m'aides jamais à faire le ménage, pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas davantage des enfants, pourquoi, etc., etc. Et il n'y a que moi qui fais, et vous voyez un petit peu le topo, n'est-ce pas? Et ça, c'est la plainte. Mais la plainte ne sert à rien parce que l'autre n'est pas capable de l'entendre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse un arrêt sur image, comme dans les dessins animés, n'est-ce pas? On dit, alors voilà, je suis en train de te dire ça, ça signifie ça, 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 ça. Du reste, c'est pourquoi souvent les gens, en venant voir un psychothérapeute ou une psychothérapeute, vont pouvoir comprendre ce que l'autre disait parce que le psychothérapeute va pouvoir en quelque sorte servir de pierre de rosette, c'est-à-dire d'échange. Vous savez, la pierre de rosette, c'est Napoléon, à Rosette, un soldat qui a trouvé une pierre dans laquelle était écrit en 3 écritures, le copte, l'araméen et les hiéroglyphes. Et c'est comme ça que Champollion a compris le sens des hiéroglyphes. Eh bien, vous voyez, le thérapeute est une sorte de pierre de rosette qui permet de faire comprendre à l'autre ce que l'autre ne comprend pas. Tu me dis une chose, et moi, je n'entends pas ce que tu dis. C'est un peu désespérant, si vous voulez, mais c'est en réalité comme ça. C'est-à-dire que si je pouvais entendre ce que tu dis et comme tu le dis,
alors je pourrais accepter, accueillir ce que tu dis et je pourrais faire mien ce que tu dis. Par exemple, ça me ferait tellement plaisir que de temps en temps, nous sortions à deux ensemble. Par exemple, oui. Il y a un psychologue russe par rapport à ça qui dit qu'au fait, il faut dire une seule fois à notre partenaire la chose qui nous dérange dans la relation. S'il ne change pas cette chose, bah, il faut dire stop, on arrête la relation, si ça concerne bien évidemment les choses importantes. On arrête la relation, on va voir après voilà, quelqu'un d'autre qui vous entendra mieux, etc. Est-ce que c'est un point Oui. de vue, hein? Alors, je ne sais pas qui est ce psychologue russe, j'ai beaucoup d'estime pour la Russie et d'admiration aussi, mais en l'occurrence, ça ne marche pas parce qu'il y a l'amour, vous comprenez? Parce que C'est ça, s'il n'y a que la rationalité, après tout, ok, n'est-ce pas? Tu veux pas entendre, goodbye, n'est-ce pas? Mais le cœur a parfois ses raisons que la raison n'a pas. On connaît la formule, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Donc, il faudra souvent moi j'appelle ça des leçons. Mais le problème dans le couple, c'est que quand on donne une leçon, c'est comme une ardoise magique, vous savez, on écrit dessus, et puis après on tire sur une languette, il n'y a plus rien. On donne la leçon, mais on l'efface aussitôt. Donc l'autre n'a pas le temps de prendre la leçon, l'autre n'a pas le temps de comprendre réellement ce qui est dit. Et alors, c'est comme ça que dans la plupart des couples, on va rencontrer ce qu'on appelle des ruptures. Qu'est-ce qu'une rupture? Une rupture n'est pas une séparation. Une rupture, c'est une mise en garde. Attention, là il y a quelque chose d'important, je ne vais pas laisser passer. Je te quitte. Mais ce n'est pas vrai, je te quitte. Je vais faire le tour du pâté de maison et je vais revenir. Ou je te quitte, et puis quand je suis dans la voiture, une demi-heure plus tard, je te téléphone. N'est-ce pas? Donc, ce sont des ruptures. La rupture, c'est une leçon qu'on veut donner à l'autre en disant fais attention. Pour faire agir et réagir. Voilà. La séparation, elle ne se discute pas. La séparation, il n'y a rien à dire. La séparation, c'est voilà, maintenant, c'est trop, je n'en peux plus. J'ai décidé, je me sépare de toi. Je prends mes affaires, je prends éventuellement mes enfants sous les bras et je pars. Et il n'y a plus rien à dire. Mais il faudra souvent plusieurs ruptures avant qu'une séparation n'ait lieu. Et c'est quand même quelque chose, mais on va en parler, je présume, dans pas longtemps, quelque chose de dramatique. Est-ce que c'est légitime d'avoir peur de divorcer? Alors, je vais dire peur de divorcer, je vais dire peur de la séparation. Oui, c'est tout à fait normal, légitime. Oui, mais normal d'avoir peur. Parce qu'on a peur du changement. On veut le changement et on le craint comme la peste. Et le changement, ça veut dire mettre en déséquilibre tout ce qu'on a construit. C'est-à-dire ce moment où je tiens encore quelque chose ici et il faut que j'aille vers autre chose et il y a un moment donné où je vais devoir lâcher et où je vais me trouver dans une sorte de vertige existentiel, voyez-vous. Et c'est ça, le divorce, c'est perdre tous les repères connus, perdre toutes les personnes que nous avons connues ensemble, c'est perdre tous les rituels que nous avons constitués, perdre la famille, éventuellement quand des enfants ont été là, perdre un passé que nous avons construit, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble d'une certaine manière? Ça peut aussi vouloir dire fabriquer des souvenirs, n'est-ce pas? Donc, il y a tout cela qui entre dans le divorce ou dans la séparation, et c'est un immense séisme, je pense. Souvent, les gens disent « Ah, ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes ensemble. Bon, ce n'est pas si grave. » n'est-ce pas? Comme si 2 ou 3 ans, c'était moins de 30 ou 40 ans. Non. Il y a dans tous les cas les souvenirs qui sont là, il y a une partie de vie qui ont été vécues ensemble. Tout à fait, parce que nous avons construit une identité de couple. Toi et moi, nous avons construit une identité de couple. J'étais quelqu'un d'autre avant de te connaître et tu étais quelqu'un d'autre avant de me connaître. Et nous avons construit une identité dans notre couple, dans notre relation, dans notre sexualité aussi, n'est-ce pas? Parce que Parce que oui, tout le monde est fait du même corps, les femmes ont le même corps et les hommes tout le même corps, mais l'approche sensuelle et sexuelle, c'est quelque chose qui va se redessiner
avec un nouveau partenaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tester avec un nouveau partenaire parce qu'après une période avec son partenaire de vie, de mariage, etc., Oui. Une période de sexualité développée en Oui. tant qu'un couple, Oui. c'est difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, parce qu'on est sans repère, n'est-ce pas? Oui. Avant, on avait compris ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, la fréquence de la sexualité et tout. On était tombé d'accord, plus ou moins, en tout cas, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, il y a tout cela qui doit se redessiner, c'est-à-dire avec une certaine pudeur ou avec une certaine impudeur, avec un caractère extraverti ou au contraire intraverti, mais c'est quelque chose d'infiniment beau, cette nouvelle rencontre. Mais on va en parler, je présume, n'est-ce pas? N'allons pas trop vite. Après le divorce, nous nous sentons parfois perdus. Par quoi doit-on commencer pour retrouver nos repères? Très bonne question. Après le divorce, nous nous sentons perdus. Pourquoi nous sentons-nous perdus? On vient d'en parler un petit peu. Nous nous sentons perdus parce que tout ce qui constituait notre quotidien, tout d'un coup, n'existe plus. C'est comme un raz-de-marée, c'est comme un tremblement de terre, n'est-ce pas? Tout est sans dessus. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer, n'est-ce pas? Et maintenant, il va falloir revivre. Mon livre, Revivre après une séparation, c'est ça le thème, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux revivre? La première chose, c'est de comprendre qu'il est normal que je sois perdu. C'est normal. Je viens de le dire, c'est un séisme, c'est quelque chose qui nous vole. Même si c'est nous qui avons décidé la rupture. Le quitteur n'est pas forcément mieux logé que le quitté. À la limite, le quitté, il peut justement avoir des raisons de se plaindre. Oui, j'ai été abandonné, oui, c'est un salaud, etc., n'est-ce pas? Tandis que le quitteur va devoir faire une remise en cause de lui-même également aussi. Donc, il y a une traversée du désert après une rupture et après un divorce. Et cette traversée du désert, elle peut être très longue ou elle peut être très rapide. Elle peut être très longue chez certaines personnes, ça peut être plusieurs années, voire peut-être même plus jamais. Cette personne ne va retrouver l'amour, ne va se retourner vers l'amour, vers un nouveau partenaire, parce que quelque chose a été trop blessé peut-être chez cette personne, n'est-ce pas? Mais des fois, une semaine plus tard, après la rupture, quelque chose peut aussi se mettre en place. Et là, le jugement social est très intéressant, parce qu'on dit, bon, si elle a retrouvé quelqu'un une semaine après avoir quitté le précédent, c'est qu'elle ne l'aimait pas beaucoup, ou il, selon le cas, n'est-ce pas? Tout à fait. Et il y a le jugement social, ce qui est, excusez-moi l'expression, c'est un peu dégueulasse, parce que c'est préjugeant, parce qu'on ne sait pas qui on rencontre quand on rencontre l'autre. Ça peut être maintenant, ça peut être en sortant d'ascenseur, ça peut être dimanche prochain en faisant une promenade sur la promenade des Anglais, ou que sais-je, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faudrait éviter de préjuger. La seule chose que je puis dire, c'est que cette traversée du désert, il faudrait qu'elle dure le moins longtemps possible. Je pense que chez les Juifs anciens, il était de coutume de dire 1 an. Pas plus. Voilà. Et bon, moi j'aurais tendance à dire le deuil est quelque chose, le deuil est un travail. Ce n'est pas j'attends que ça se passe, un beau jour, ça y est, je suis tout guéri parce que le deuil est fini et terminé. Mais non, qu'est-ce qu'on doit faire pas du tout. pour que ça passe? Le deuil, c'est un travail. Freud, c'est un mot de Freud. Trauerarbeit, travail de deuil. Vous voyez, c'est quelque chose d'actif. Ça tombe pas du ciel. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois te remettre en cause. C'est toi qui dois te remettre sur pied avec tes amis, avec un psychothérapeute, avec un prêtre, je ne sais quoi encore, n'est-ce pas? Avec de nouvelles idées aussi sur toi, arriver à te redéfinir et là, entrer dans une nouvelle vie. Mais il y a une grande différence entre à nouveau et de nouveau en français.
Voyez-vous, quand on dit de nouveau, ça veut dire une nouvelle fois de la même manière. Si par exemple on dit l'élève a écrit de nouveau sa dictée, ça veut dire qu'il a refait sa dictée de la même manière, avec les mêmes fautes aux mêmes endroits. Si vous dites l'élève a écrit à nouveau sa dictée, ça veut dire qu'il a écrit sa dictée, il l'a réécrit en tenant compte des fautes, en les corrigeant. Eh bien, dans le couple, c'est la même chose. Il faudrait quitter ce de nouveau et aller dans le à nouveau. Parce que l'amour nous attend. L'amour attend tout le monde. L'amour est à côté de nous. Tout à l'heure, je disais à côté en sortant de l'ascenseur ou en se baladant sur la promenade des Anglais. L'amour est toujours là. Et c'est dommage de rester seul alors qu'on pourrait être avec quelqu'un. Et souvent, les gens disent « Oui, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. » Et vous savez ce que je réponds? Vous savez ce que je réponds? Je réponds « Oui, mais il vaut mieux être bien accompagné que seul. » Et ça suppose une certaine prise de risque de ta part, de te remettre en ordre, de te remettre droite, debout, de sortir peut-être du ruisseau où l'autre t'a jeté, n'est-ce pas, et te reconstruire. Pas tout le monde a ce pouvoir physique et moral de se reconstruire comme ça assez vite, même on va dire à l'espace de 1 an, ça va assez vite, je trouve. Pas tout le monde a ce pouvoir physique et moral de le faire. C'est vrai, c'est pour ça qu'il ne faudrait jamais condamner ceux qui vont finir leur vie seuls, par exemple, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas cette force de caractère, ils vivent trop dans les souvenirs, n'est-ce pas? Je ne sais plus qui disait déjà du souvenir n'avez-vous pas fait un poignard? Eh bien, vous voyez, des fois on se mutile soi-même avec les souvenirs. Les souvenirs sont des choses qui sont passées, qui sont inscrites en nous, mais qui sont des photos, n'est-ce pas? Et ces photos ne sont que des photos. Ce ne sont pas des albums, ce sont des photos. Et les photos, il faut pouvoir les regarder, il faut pouvoir passer, il faut pouvoir aussi inventer autre chose, inventer la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je considère qu'on a une vie. On a une vie, on n'en a pas deux. Qu'est-ce qui se passe après? Je n'en sais rien. Mais vivre cette vie-là, ça vaut le coup. Et vivre l'amour, ça vaut le coup. Et même si on le vit à 50 ans, ou à 60 ans, ou à 70 ans, ou à 15 ans, etc. Moi, je reçois des gens en consultation, des jeunes qui disent « Ben voilà, j'ai connu un gamin, un garçon, j'avais 16 ans, et puis on s'est quitté, j'ai quitté le lycée, etc. Maintenant, c'est fini. » Comment ça, c'est fini? C'est pas fini. À 16 ans, oui, je comprends que voilà. C'est encore un peu... c'est le même désespoir, que ce soit à 16 ans ou à 40 ans ou à 50 ans. Oui, parce qu'on vit les mêmes échecs, on va dire ça comme ça, de relations, et oui. Ça fait toujours autant de peine. Parce qu'on ne croit pas en soi, parce qu'on ne croit pas dans son pouvoir de séduction, parce qu'on ne croit pas dans sa capacité à aimer. C'est vrai, le problème de confiance en soi, il est là. Hein. Oui. Et vous faites bien de dire cela parce que du reste, en psychothérapie, j'ai remarqué que les gens font souvent le lapsus, au lieu de dire confiance en moi, ils disent conscience en moi. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est proche, c'est un lapsus lingué, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est très porteur. C'est-à-dire que si tu apprends à avoir conscience de toi, tu auras confiance en toi. Dans votre livre « Revivre après la séparation », vous parlez de la reconstruction de l'image de soi-même après la rupture. Quels sont les points principaux que nos spectateurs doivent savoir? C'est une question que je trouve infiniment importante. C'est peut-être la plus grande question du divorce et de l'après-divorce. C'est-à-dire, c'est la question du « redeviens qui tu étais ». Mais ça veut dire que quelque part, au fil des ans, j'ai perdu le lien avec ce que j'étais. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis assimilé dans le couple jusqu'à ne plus être moi-même. C'est-à-dire que quelque part, j'ai renoncé à moi. Dans un autre de mes livres qui s'intitule « Le couple retrouvé », je disais « Les concessions sont le cimetière du moi ».
Alors évidemment, je joue sur les mots, n'est-ce pas? Oui. Parce que, macabre. oui, mais en même temps, faire des concessions, c'est, comme dit l'expression, mettre de l'eau dans son verre, dans son vin, pardon, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je n'ai rien contre les concessions. À un moment donné, il faut se mettre d'accord aussi. Mais trop de concessions fait que je deviens transparent. C'est-à-dire que l'autre a besoin d'avoir une image de moi forte en face de lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, souvent, le couple va mal communiquer parce que le couple sera dans des champs de bataille secondaires. Voyez-vous, est-ce qu'il faut mettre la moutarde au frigo ou ne pas la mettre? Est-ce que il faut gronder les enfants parce qu'ils traînent un peu à se mettre en pyjama? Ou est-ce qu'il faut mettre de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide dans la salade? Que sais-je, c'est des choses insignifiantes, n'est-ce pas? Se battre, entre guillemets se battre, n'est-ce pas? Mais faire valoir son point de vue sur des champs de bataille principaux, ça, c'est important. Il faudrait apprendre à distinguer ce qui ressort des champs de bataille secondaires et ce qui ressort des champs de bataille principaux. Les champs de bataille principaux, c'est comment voulons-nous éduquer nos enfants, dans quelle éthique, qu'est-ce que nous voulons leur communiquer, est-ce que nous voulons leur communiquer des valeurs de vie humanistes, des valeurs de vie religieuses, selon la religion qu'on a, etc. Voyez-vous ? Et toute cette reconstruction de soi après le divorce, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que le divorce nous a abîmés. Il nous a abîmés, que nous soyons le quitteur ou le quitté, il nous a abîmés. Il a abîmé notre image parce que l'autre nous a fait mal, parce que l'autre nous a blâmés, l'autre nous a fait des reproches injustes, l'autre nous a trahis. Il a trahi le serment qu'il avait fait, n'est-ce pas? On s'est mariés. On a pensé que ça allait durer toute la vie, et ça ne dure pas toute la vie. Hélas, souvent pas, des fois oui, mais rarement. Et il faut ensuite se reconstruire, et pour se reconstruire, il faut que je me regarde en face dans un miroir, que je me dise, bon, allez, mon vieux, ou ma vieille, selon le cas, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu es ce que l'autre a véhiculé sur toi comme image, ou est-ce que tu es autre chose? Redeviens qui tu es, redeviens la femme souriante, redeviens la femme élégante, redeviens la femme qui se maquille un petit peu pour plaire, redeviens celle qui avait la conversation, redeviens celle qui avait de l'humour, etc. Parce que tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça, mais quand on est écrasé par le quotidien, on finit, ou parce que l'autre dit « tu te crois maline parce que tu fais ci ou ça, je veux pas que tu sortes habillée comme ça, on dirait une pute, ou je ne sais quoi, etc. » Et petit à petit, ça se serre. On se renferme, effectivement. On se renferme, ça se serre à l'intérieur de soi, voyez ça. Et plus ça se renferme, plus ça se dessèche, et plus ça se dessèche, et moins il y a d'amour. Ni d'amour propre, ni d'amour du partenaire non plus. Hein. Exactement. Comment est-ce que je peux respecter l'autre s'il ne me respecte pas? J'ai une phrase comme ça, je dis, le respect de celui qui ne respecte pas n'est pas à respecter. C'est très juste, effectivement. Et en parlant de trahison, effectivement, c'est quelque chose qui nous fait très très mal. Hein. Et ça nous change aussi parce qu'on commence à se poser les questions, est-ce qu'on l'a vraiment mérité? Peut-être on l'a mérité. Est-ce qu'on a fait quelque chose de tellement mal que l'autre nous a quittés? Et on commence à se perdre encore plus. Oui. Ce mot trahison, voyez-vous, est plus important que le mot infidélité. Ce qui blesse, ce qui meurtrit, c'est « je croyais que c'était comme ça et c'était pas comme ça ». N'est-ce pas? Parce qu'une infidélité... Lisez Freud, vous verrez ce qu'il dit dans Névrose, Psychose et Perversion. À un moment donné, il parle de l'infidélité. Il dit que la fidélité, surtout celle qui est demandée dans le mariage, ne peut être maintenue que contre des tentations constantes. Je vous jure, c'est mot à mot ce qu'il dit. Hein? Voilà. Bon, un peu plus loin, il parle de la fidélité. Il dit... dans l'espoir de drainer ainsi cet inexorable penchant à l'infidélité. Vous voyez, donc il parle d'un inexorable penchant. Donc, ça, c'est une chose. Et à côté, il y a ce sentiment de trahison.
Il est beaucoup plus profond. Qui est beaucoup plus profond. Oui, oui. Bien sûr, on aimerait que ce qu'on a fait, ce qui a fait notre unité pour la vie puisse durer, n'est-ce pas? Mais ça dépend de l'âge qu'on a. Quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a une certaine idée de l'amour. Jung dit cela très bien. Il parle de la matinée de la vie, de l'après-midi de la vie, de la soirée de la vie, n'est-ce pas? Nous savons, nous, que les valeurs de la vie changent avec les âges de la vie. Aussi, effectivement. Mais la blessure qui est ressentie, c'est une blessure qui ne cicatrisera. Si, elle cicatrisera, elle se refermera, mais ça restera une cicatrice. Et certaines personnes restent dans la blessure, c'est-à-dire certaines personnes ne passent pas à la cicatrisation, elles restent dans la plaie ouverte. Et tant que la plaie est ouverte, on ne peut pas passer à autre chose.